Hundreds of inmates, barefoot and stripped down to white shorts, scurry into El Salvador's new mega prison, ordered to crouch down on the ground one after another. Imaginez-vous être enfermé dans une prison avec 40 000 autres détenus, la majorité appartenant aux gangs les plus violents du pays. Dans cet environnement sombre, l'intimité, la dignité et l'espoir sont des luxes dont vous ne pouvez que rêver. Bienvenue dans la nouvelle méga prison du Salvador, la prison la plus grande et la plus controversée des Amériques. Un cauchemar de gangs et de violence. Le 24 février 2023, des centaines de détenus ont été transférés dans la nouvelle méga prison du Salvador sur ordre du président Nayib Bukele. À cette époque, la prison s'appelait officiellement Centre de confinement du terrorisme et était censée être la solution ultime au problème de la criminalité au Salvador. Le président Bukele a fièrement posté une vidéo sur Twitter montrant l'opération massive avec une musique dramatique et des images choquantes. Il a fait un zoom sur les tatouages des détenus, révélant leur affiliation aux gangs célèbres qui avaient terrorisé la ville pendant des décennies. Il a aussi montré des vues aériennes de la prison, montrant sa taille et sa haute sécurité. C'était une façon de montrer au monde qu'il était sérieux au sujet de sa politique de fer pour démanteler le crime et restituer l'ordre dans le pays. Il voulait aussi envoyer un message aux gangs et au peuple. Il était le boss et il n'allait tolérer aucune usurpation de son autorité. Je crois que las pandillas como las conocemos ahora vayan a existir 3 à 4 años. Mais comment le Salvador s'est-il retrouvé avec la plus grande prison des Amériques et l'un des taux d'incarcération les plus élevés au monde? Le fait est que l'incarcération de masse n'a rien de nouveau au Salvador. Le système carcéral du pays a toujours été surpeuplé, violent et brutal. Près de 2% de la population adulte est derrière les barreaux et nombre d'entre eux vivent dans des conditions inhumaines. À la Esperanza, la plus grande prison du pays jusqu'à l'année dernière, plus de 30 000 détenus étaient entassés dans des cellules prévues pour un peu plus de 10 000 personnes. Cela faisait de la vie intérieure une lutte constante pour la survie, avec des ressources rares, des maladies endémiques et des émeutes fréquentes. Mais les choses ont encore empiré lorsqu'une vague d'effusion de sang a déferlé sur le pays. Le 26 mars 2023, le Salvador a connu la journée la plus violente depuis la fin de la guerre civile en 1992. 62 personnes ont été tuées de sang-froid dans différentes régions du pays. À la fin de la semaine, le nombre de morts avait atteint 87, choquant la nation et le monde entier. Les autorités ont imputé ces meurtres au MS-13 et au Barrio 18, également connus sous le nom de gangs de la 18e rue, les deux gangs les plus puissants et les plus dangereux du Salvador. Ces gangs se font la guerre depuis des années pour le territoire, l'argent et le pouvoir, et ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Ils recrutent des jeunes et des personnes vulnérables, notamment issues des communautés les plus pauvres et marginalisées, et les forcent à rejoindre leurs rangs. Ainsi, en réponse à ces violences, le président Bukele a déclaré l'état d'urgence, ce qui lui a donné le pouvoir de suspendre certaines lois et droits constitutionnels au nom de la sécurité publique. Il a lancé une répression massive contre les gangs, arrêtant plus de 75 000 personnes en quelques mois. Il a utilisé la police et l'armée pour établir des points de contrôle, effectuer des descentes dans des maisons et fouiller les rues. Et d'en haut, il a utilisé des drones pour espionner les gens à la recherche de tout signe d'activité de gang. Il s'en fichait s'il n'y avait pas de mandat d'arrêt, d'avocat pour les personnes détenues ou même de procès. Il voulait juste qu'ils soient hors de la rue et derrière les barreaux. La répression au Salvador brise les gants au détriment des droits humains. Lorsque cela s'est produit pour la première fois, de nombreuses organisations humanitaires ont accusé la police de procéder à des arrestations simplement pour respecter les quotas, sans se soucier d'enquêter sur les individus qu'elles détenaient. Ils extrayaient des gens de leur routine quotidienne, qu'ils soient dans la rue, au travail ou à la maison. Parfois, il suffisait de se faire tatouer pour réveiller leurs soupçons, car les tatouages étaient depuis longtemps associés à une marque d'appartenance à un gang. Le président Bukele a également introduit de nouvelles mesures visant à faciliter l'arrestation et la détention des membres présumés de gangs. Il a prolongé la période de détention provisoire, ce qui signifie que des personnes peuvent être détenues indéfiniment avant d'être condamnées. De plus, il a abaissé l'âge de la responsabilité pénale, ce qui signifie que des enfants dès l'âge de 12 ans peuvent être jugés pour leur implication présumée dans un gang. Les organisations de défense des droits humains affirment qu'environ 1600 enfants ont été arrêtés en vertu de cette loi. Des centaines d'enfants entassés dans une prison surpeuplée de défense des droits au Salvador. Maintenant, on pourrait penser que la prison est la fin du processus pour ces membres de gang, qu'une fois enfermés, ils ne peuvent plus faire de mal. Mais vous avez tort de le penser.
Car la vérité est que la prison n'est pour eux qu'un autre champ de bataille, un endroit où ils peuvent poursuivre leur guerre sanglante, même derrière les barreaux. En fait, bon nombre des meurtres qui ont eu lieu l'année dernière et qui ont déclenché toute cette histoire ont été ordonnés par des détenus, utilisant des téléphones de contrebande et des gardes soudoyés. Et c'est exactement pourquoi le président Bukele a décidé de construire le centre de confinement du terrorisme qui, selon lui, mettrait fin une fois pour toutes à la violence et à la culture des gangs. Une prison est une forteresse moderne, construite au milieu de nulle part. Elle est conçue pour empêcher toute fuite, tout contact ou toute communication entre les membres du gang et le monde extérieur. C'est un endroit où les détenus doivent purger leur peine sans aucune chance d'évasion, ni de traitement spécial. Et maintenant, regardons les dernières vidéos qui ont émergé de l'intérieur de la prison la plus tristement célèbre du monde. À l'intérieur de la méga prison. Inside this mega prison, you'll find some of El Salvador's most dangerous gang members packed into massive cells, towers of bunk beds, and what looks like bird cages. Le président Nayib Bukele est fier de sa méga prison, même si de nombreux groupes de défense des droits humains l'ont condamné. Il pense que la construction d'un plus grand nombre de ces installations massives est le moyen de lutter contre la criminalité au Salvador. Et il y a quelques chiffres pour l'étayer. Depuis qu'il a annoncé l'état d'urgence à long terme, le taux d'homicide dans le pays a diminué de près de 70%. Mais il ne se contente pas de parler de son succès. Il veut leur montrer. C'est pourquoi il a emmené une équipe de tournage avec lui et est entré dans la prison pour avoir un rare aperçu de ce qu'est la vie derrière les barreaux de son nouvel établissement colossal. La forteresse. Alors qu'il franchit la porte principale, le président Bukele est accueilli par le gouverneur de la prison qui lui fait fièrement visiter la zone de collecte. C'est là que tous les détenus sont traités et dépouillés de leurs effets personnels, contrairement aux anciennes prisons où les gangs avaient accès à tout, de la musique aux femmes. Ici, ils n'ont que leurs uniformes et leurs cellules. Le gouverneur explique au président de la prison que la prison est également conçue pour empêcher tout contact entre les détenus et les gangs. Les téléphones et les radios sont brouillés, le courrier et les visiteurs sont filtrés. Les détenus n'ont aucun moyen de savoir ce qui se passe à l'extérieur, ni d'envoyer des messages ou des ordres. Le président acquiesce en signe d'approbation en écoutant le gouverneur. Et il sait à quel point ce que représente cette prison pour sa nation. Depuis trop longtemps, les gangs terrorisent la population et corrompent le système. Ils ont transformé les prisons en leur propre forteresse où ils peuvent comploter, recruter et faire de la contrebande en toute impunité. Mais plus maintenant. Ils ont veillé à ce que cette prison soit différente. Pourquoi ? Elle est située au milieu de nulle part, loin de toute civilisation. Elle est entourée de vastes champs et de montagnes sans route ni bâtiments en vue. Elle est également totalement autonome avec sa propre alimentation en eau et en électricité. Bref, isolée du reste du monde et du reste du Salvador. Ainsi, le président estime qu'en coupant les membres des gangs de leurs dirigeants et alliés, il espère affaiblir leur influence et leur pouvoir. Et en les enfermant dans cet enfer, il espère dissuader quiconque de les rejoindre ou de les suivre. Les gardes de l'enfer. Selon le gouverneur, ce sont les protecteurs censés assurer la sécurité de la population salvadorienne. Mais imaginez être gardien dans la prison la plus dangereuse du pays. Une prison où chaque détenu est un membre d'un gang impitoyable, marqué par les tatouages et la violence. La prison où il faut être prêt à tout et à tout moment. C'est la réalité des gardiens de cette méga prison. Vous pouvez voir dans la vidéo comment ils se préparent à leur devoir quotidien. Ils portent un équipement anti-émeute complet comme les soldats dans une zone de guerre. Ils disposent de casques, de fusils et d'autres armes pour se protéger de toute attaque. Ils savent que les gangs sont imprévisibles et agressifs et doivent être sur leur garde à tout moment. Ainsi, ils ont été formés pour faire face à n'importe quelle situation et nombre d'entre eux ont une formation militaire. La prison est toute neuve, tout comme les équipements. Le gouvernement n'a épargné aucune dépense pour faire de cette prison la plus sûre et la plus moderne du pays. Ils veulent montrer aux gangs qu'ils n'ont aucun pouvoir ici et qu'ils sont sous contrôle total. Maintenant, vous êtes sur le point d'avoir un rare aperçu du monde de ces gardiens de prison et de la façon dont ils s'entraînent pour faire face à l'un des scénarios les plus dangereux imaginables, une émeute en prison. Pour eux, ce n'est pas seulement un exercice, mais une question de vie ou de mort. Ici, vous pouvez les voir en action alors qu'ils simulent une situation d'émeute dans la prison. Lourdement armés et avec des équipements d'anti-émeute, ils font irruption dans la prison, prêts à affronter toute menace. Ils se divisent en équipes, chacune étant affectée à un bloc cellulaire différent. Ils savent que chaque cellule peut accueillir jusqu'à une centaine de détenus, dont beaucoup sont des membres violents de gangs.
Ils ne savent pas si les détenus ont des armes, mais ils ne prennent aucun risque. Ils portent des casques, des gilets pare-balles et des mitrailleuses. Leur mission est d'arrêter l'émeute avant qu'elle ne se propage. Ils savent que les cellules sont verrouillées et espèrent donc contenir le chaos au sein de chaque cellule. Mais ils savent aussi que tout peut arriver et qu'ils doivent agir vite. Et ils ne sont pas seuls, ils ont une sauvegarde prête à tout moment. Aux étages supérieurs de la prison, il y a davantage de gardiens, également armés de fusils. Ils ont une vue d'ensemble de la situation et peuvent tirer s'il le faut. C'est ainsi qu'ils gardent la prison sous contrôle. Maintenant que nous avons vérifié des mesures de sécurité et les gardes qui maintiennent les membres impitoyables des gangs en ligne, que diriez-vous d'examiner où ces criminels endurcis seront détenus et les conditions auxquelles ils seront confrontés? Quartier de détenus. En ce qui concerne les cellules de la prison, cet établissement est conçu pour l'incarcération de masse, avec des couchettes à 4 niveaux pouvant accueillir un grand nombre de prisonniers. La cellule elle-même est remplie d'environ 100 couchettes métalliques, laissant peu d'espace pour se déplacer. Les seules installations sanitaires sont 2 baignoires à l'avant, que les gardiens peuvent ouvrir et fermer à leur guise. Il y a également 2 toilettes dans la cellule qui s'ajoutent à l'atmosphère lugubre et insalubre. Les cellules sont également conçues pour utiliser un maximum la lumière naturelle, avec 2 grandes fenêtres de chaque côté. L'éclairage artificiel est minime et les installations sont assez basiques. De plus, les prisonniers doivent passer la plupart de leur temps dans leurs cellules, sous l'œil vigilant des gardiens. Mais que se passe-t-il si vous enfreignez les règles ou si vous représentez une menace? Ensuite, vous êtes envoyé dans l'aile d'isolement, un endroit plus effrayant que n'importe quel cauchemar. L'aile est un bloc de béton sans électricité, sans lumière et sans confort. Juste un sol en béton et un trou dans le sol. Dans cette aile, vous n'avez accès à rien qui puisse vous distraire de votre misère. Pas de livres, pas de musique, pas d'appel téléphonique et pas de visiteurs. Vous êtes seul avec vos pensées et apercevez occasionnellement un garde à travers une petite fente dans la porte. La prison est également équipée de systèmes de sécurité de haute technologie, tels que des caméras de vidéosurveillance et des dispositifs de surveillance, pour surveiller les prisonniers et éviter tout problème. De plus, les gardiens ont un contrôle total sur l'aile d'isolement où ils peuvent observer, nourrir et menotter les prisonniers à travers un rabat métallique sur la porte. Les gardiens sont formés pour éviter tout contact ou communication avec les prisonniers pour prévenir toute attaque ou manipulation. L'objectif du président ici est clair pour démanteler la culture des gangs et reprendre le contrôle du Salvador. En isolement, les prisonniers sont complètement coupés les uns des autres, ce qui représente un grand changement par rapport à l'époque où les gangs dirigeaient le spectacle. Autrefois, les prisons étaient couvertes de graffitis affiliés à des gangs et les prisonniers pouvaient avoir toute la contrebande qu'ils voulaient, mais non, pas ici. Réhabilitation ou esclavage. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais que font les prisonniers pour passer le temps? Eh bien, la prison dispose de toutes sortes d'installations, comme des réfectoires, des salles d'exercice et des tables de ping-pong, mais elles sont interdites aux détenus. Elles sont uniquement destinées au plaisir des gardes. Instalaciones para todos los custodios, policías y soldados, no para los estos criminales que solo se merecen que llevamos. Les détenus, en revanche, ont très peu de raisons de quitter leur cellule. Ils peuvent soit aller au tribunal, soit subir la dure punition des cellules sombres et sans fenêtre de l'unité d'isolement cellulaire que nous venons de vous montrer. Pourtant, il y a une autre chose que les prisonniers peuvent faire: travailler. Que van a estar en hoteles, señor presidente, sino que estos tipos tienen que saber que van a venir a trabajar. Ellos van a venir aquí a purgar su pena y a trabajar en base que todo ese trabajo produzca. La prison a mis en place des zones de travail spéciales où les détenus se voient attribuer différents travaux et tâches, utilisant divers outils et équipements. Cela est censé les aider à rembourser une partie de leurs dettes envers la société. Mais ce n'est ni amusant ni même gratifiant. Il s'agit plutôt d'une forme d'esclavage moderne. Sécurité externe. Nous avons déjà parlé de la sécurité de la prison de l'intérieur, mais qu'en est-il de l'extérieur? Eh bien, c'est tout aussi sécurisé, voire plus. Mais que se passe-t-il si quelqu'un décide quand même de tenter sa chance et de s'évader? Disons simplement qu'ils seront confrontés à un défi très difficile. Le premier niveau de sécurité est la clôture électrifiée qui entoure la prison. Cette clôture fournit une électricité choquante de 15 000 volts à tout moment. Quiconque tentera de l'escalader sera grillé sur place. La deuxième couche de sécurité est la zone recouverte de gravier située entre la clôture et les murs de la prison. Le gravier est là pour faire du bruit, agissant comme alarme sonore. Si quelqu'un parvient à franchir la clôture et marche sur le gravier, les gardes l'entendront et réagiront immédiatement. Le gravier rend également plus difficile la marche ou la course, ralentissant ainsi les éventuels évadés. Le troisième niveau de sécurité est le mur en béton qui entoure la prison. Le mur est renforcé et culmine à 35 pieds de haut.
Il est presque impossible de l'escalader, surtout avec la clôture électrifiée qu'il surmonte. La clôture ajoute un autre niveau de protection fournissant la même électricité de 15 000 volts que la clôture extérieure. Le mur bloque également toute vue sur le monde extérieur, isolant ainsi les prisonniers de tout espoir de liberté. La clôture est également surveillée par 19 tours, où les gardes surveillent tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Les tours sont stratégiquement placées pour offrir une visibilité claire et empêcher tout mouvement non autorisé. Le quatrième niveau de sécurité est la prison elle-même. Comme nous l'avons déjà montré, la prison est divisée en modules sécurisés, où les prisonniers sont enfermés dans des cellules. Les cellules sont petites et nues, avec uniquement le nécessaire de base. Les prisonniers n'ont accès à aucune fenêtre, téléphone ou internet, et sont sous surveillance constante par des caméras de vidéo et des gardes. La prison est également fermée à clé, ce qui signifie que personne ne peut entrer ou sortir sans autorisation. Le cinquième et dernier niveau de sécurité est constitué par la patrouille militaire qui couvre la zone située à l'extérieur de la prison. Comme nous l'avons déjà mentionné, la méga-prison est située dans un endroit isolé et désolé, loin de toute la ville. Cela permet à l'armée de patrouiller plus facilement dans les environs et de prévenir toute menace extérieure. L'armée est composée d'environ 600 soldats et 250 membres de la police nationale civile, tous armés et en rotation. Ils sont prêts à faire face à toute tentative de gang ou d'autres groupes visant à s'introduire dans la prison ou endommager ses infrastructures. Ils sont également responsables du maintien de la sécurité de l'ordre dans et autour de la prison. Après tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, la prison semble être la solution parfaite contre la violence des gangs, pas vrai? Mais attendez une seconde, si plus de 75 000 personnes ont été arrêtées, comment pourront-elles toutes tenir dans une prison qui n'est censée accueillir que 40 000? Et qu'en est-il des droits de l'homme? Le côté obscur. Nous avons déjà entendu le gouvernement et le président parler de la prison, mais il est maintenant temps d'entendre le point de vue de l'autre côté, celui des détenus. Todo esto me arruinó mi vida. Gracias a esto, a lo que yo soy, fui en un momento, vine a perder a mi familia. Imaginez-vous être enfermé dans une prison où vous êtes traité pire qu'un animal, où vous devez manger à main nue, dormir par terre et partager une salle de bain avec des centaines d'autres personnes, où l'on vous refuse des soins médicaux, même si vous avez une blessure par balle ou une maladie en phase terminale. Et ici, vous êtes soumis quotidiennement à la torture, aux abus et à la violence. C'est la réalité de milliers de détenus au Salvador, arrêtés depuis la mise en place de l'état d'exception, condamnés par les organisations internationales de défense des droits de l'homme comme étant cruels, inhumains et dégradants. Raquel Caballero, du bureau du procureur général des droits de l'homme au Salvador, a été choquée et consternée par ce qu'elle a vu lors de sa visite dans les prisons où l'état d'exception était appliqué, dit-elle. Elle dit « Le fait qu'on leur serve de la nourriture dans leurs mains est inhumain. La surpopulation, tous dans la même cellule pendant 24 heures. C'est comme les installations de torture du passé. On pourrait penser que tout cela était fini, c'est du passé. Mais une fois les portes ouvertes, que voyons-nous ?» Elle a également évoqué le nombre alarmant de décès survenus dans les prisons depuis le début de l'état d'exception. Elle a déclaré que bon nombre d'entre eux étaient dus à des causes évitables telles que des infections, des maladies ou des blessures. Elle a partagé certaines des histoires déchirantes des prisonniers qui ont dû souffrir et mourir dans les prisons. L'un d'eux avait une balle coincée dans la hanche, mais personne n'a pris la peine de la retirer ou de soigner sa blessure. D'autres souffraient de maladies graves nécessitant une attention urgente, mais ils ont été ignorés et abandonnés. Selon elle, ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains, mais comme des objets jetables. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était la torture. Le rapport de Human Rights Watch, Cristosal et Socorro Jurídico, a révélé que les détails choquants sur la façon dont les membres de la sécurité de la prison ont maltraité et tourmenté les détenus. Certains des survivants qui ont parlé dans l'anonymat leur ont raconté comment ils avaient été battus, brûlés, électrocutés et affamés. L'un d'eux était un ancien détenu qui venait d'être libéré. Il leur a raconté comment il vivait dans un petit bloc cellulaire avec 350 autres détenus. Il a dit qu'il devait partager une seule salle de bain qui était toujours bouchée et sale. Il a également déclaré qu'il n'avait rien à manger, ni assiette, ni cuillère, ni tasse. Il devait utiliser des bouteilles ou des sacs plastiques découpés, ou simplement leurs mains nues. Et qu'en est-il des décès ? Combien d'entre eux sont morts dans les prisons et comment sont-ils morts? Une source travaillant pour le gouvernement a confirmé aux organisations de défense des droits de l'homme que les détenus mouraient chaque jour et que les autorités dissimulaient cela. Ils les ont simplement qualifiés de morts naturelles et se sont débarrassés des corps sans jamais prendre la peine d'enquêter ou de pratiquer des autopsies. Mais lorsque les familles des défunts venaient les réclamer, elles les trouvaient souvent couverts de contusions, de coupures et de brûlures. My life is very different now in every way. They didn't just take away half of my life.
they took away my Mais dreams. maintenant, après avoir entendu toutes les histoires sur la prison, comment pensez-vous que les Salvadoriens l'aperçoivent? La main dure. Eh bien, étonnamment, beaucoup de gens ne sont pas indignés par les conditions difficiles. En fait, ils applaudissent leur président Nayib Bukele, qui a lancé une campagne impitoyable contre les gangs depuis son arrivée au pouvoir, connu sous le nom de Mano Dura aux politiques de la poigne de fer. Ils affirment que c'est le seul moyen de mettre fin à l'effusion de sang et à la terreur que les gangs ont infligée à leur société. Et ils ont raison. Depuis que Bukele est arrivé au pouvoir en 2019, le taux d'homicide au Salvador a chuté de façon spectaculaire, passant de 51 pour 100 000 en 2018 à 2,4 pour 100 000 en 2023. Mais ne vous demandez pas comment le Salvador est devenu l'un des pays les plus violents au monde. La réponse réside dans son histoire tragique. Le Salvador a connu une guerre civile brutale de 1980 à 1992 qui a fait plus de 75 000 morts et des centaines de milliers de déplacés. Beaucoup d'entre eux ont fui vers les États-Unis où ils ont été confrontés à la discrimination et à la pauvreté. Certains d'entre eux ont rejoint des gangs comme le célèbre gang MS-13 et 18th Street originaire de Los Angeles. Lorsque les États-Unis les ont renvoyés au Salvador, ils ont remporté avec eux leur culture de gang et ont trouvé un terrain fertile pour le recrutement parmi les orphelins de guerre et les anciens combattants marqués. Et ils ont rapidement pris le contrôle du pays, se découpant des territoires et imposant leurs propres lois. Contrairement aux gangs du Mexique et de Colombie qui tirent l'essentiel de leur argent du trafic de drogue, les gangs salvadoriens dépendent de l'extorsion comme principale source de revenus. Ils ciblent tout le monde, des jeunes et des moins jeunes aux familles en difficulté, en passant par les femmes enceintes. Personne n'est à l'abri de leurs menaces et de leur violence. Il n'est donc pas surprenant que la population du Salvador en ait assez de vivre dans la peur et de payer les gangs pour se protéger et cherche désespérément une solution. Mais la question demeure, la répression des gangs par Bukele est-elle la solution à ce problème ou est-ce qu'il en crée un nouveau? Eh bien, seul le temps nous le dira.